Bonjour à tous, je me présente, docteur Marianne Magnan, médecin spécialisée en médecine de montagne, pathologie du froid et médecine hyperbare. Et cela fait plus de 10 ans que je travaille sur la thématique des gelures et nous allons ensemble aborder ce thème tout au long de ce cours. L'objectif est qu'à l'issue de ce cours, vous soyez en capacité de reconnaître une gelure, de la diagnostiquer et d'en évaluer la gravité, et également de connaître les grandes lignes du traitement et aussi la place de l'oxygénothérapie hyperbare. Avant d'aborder les gelures, je fais un bref rappel sur d'autres acrosyndromes qui se distinguent de la gelure par leur propre mécanisme physiopathologique qui est bien différent. Ne pas confondre la gelure avec le syndrome de Raynaud ou encore la nécrose en pastilles. Cette dernière est une pathologie que l'on rencontre fréquemment chez les skieurs professionnels. C'est une lésion d'appui associée à du froid qui engendre des lésions souvent au niveau de la tête du 5e méta. Nous avons également le pied de tranchée qui a été décrit pendant la Première Guerre mondiale, qui n'est pas une gelure. Et enfin, très souvent, on confond le terme engelure et gelure, alors que ce sont deux pathologies strictement différentes. L'engelure est une pathologie qui survient dans des environnements froids et humides, mais il n'y a pas des températures négatives. Et on va avoir une lésion qui s'apparente à des cyanoses associée à un prurite, mais ce n'est en aucun cas une gelure. En ce qui concerne les gelures, c'est une lésion qui est induite par le gel des tissus suite à des expositions à des températures négatives. Et ça, c'est un point qui est très important parce que l'on va avoir dans un premier temps une ischémie aiguë qui va être induite par le froid, qui va être suivie d'un gel des tissus. C'est heureusement une lésion qui est peu fréquente, mais dont le pronostic est déterminé par la vitalité osseuse. Les populations concernées par les gelures sont une population que l'on connaît très bien, les pratiquants d'activités outdoor, mais sur le plan mondial, les populations souffrant le plus de gelures sont finalement des populations de type urbaine, notamment les sans domicile fixe, les personnes avec certaines pathologies psychiatriques. On a également des problématiques d'accidents de travail ou d'accidents domestiques dans des pays comme au Canada où il y en a des grands froids avec beaucoup de blizzards. Et malheureusement, une population qui est croissante que sont les migrants. En ce qui concerne la gelure, sur le plan physiopathologique, nous avons 3 phases. La première phase est la phase de refroidissement avec gel tissulaire. Durant cette phase, on a d'abord une anoxie tissulaire. En effet, nous avons une vasoconstriction périphérique avec une ouverture des shunts artério-veineux. Et ensuite va se produire un gel tissulaire qui va se faire de façon progressive. Ce gel, il va d'abord s'opérer au niveau extracellulaire. En effet, le point de congélation de l'espace extracellulaire est à moins 0,52 degrés Celsius, alors qu'au niveau intracellulaire, du fait de la protection par la membrane cellulaire, le point de congélation est à moins 15 degrés Celsius. On appelle cela le phénomène de surfusion. En fait, on va avoir une augmentation de l'osmolarité extracellulaire avec des mouvements liquidiens qui vont se faire depuis l'espace intracellulaire vers l'espace extracellulaire, engendrant une déshydratation intracellulaire. Ainsi, la souffrance cellulaire a plusieurs origines. La première qui va être ischémique, la deuxième par déshydratation et également la troisième par agression directe des membranes cellulaires par les microcristaux de glace qui vont se former dans l'espace extracellulaire. Cliniquement, on a des membres qui sont pâles, froids et insensibles. C'est ce qui fait un peu une caractéristique de la gelure, c'est l'absence de douleur, d'où souvent un retard à son diagnostic.
Après cette première phase de refroidissement, eh bien, on va avoir la phase de réchauffement qui est essentielle, où on va avoir des syndromes d'ischémie-reperfusion. Cette phase de réchauffement doit être initiée le plus rapidement possible. Je m'explique. C'est que ce réchauffement doit être rapide et doit se faire par immersion des extrémités gelées dans un bain chaud à 38-40 degrés. En effet, on souhaite éviter le phénomène de recristallisation. Eh bien, ce phénomène est lié au fait que les microcristaux de glace qui se sont formés dans l'espace extracellulaire, si ce réchauffement est trop progressif et non rapide, au lieu de fondre, vont avoir tendance à fusionner pour former des macrocristaux de glace qui sont encore plus agressifs pour les structures cellulaires voisines. Il est donc important que ce réchauffement soit rapide dans de l'eau chaude. Et ce réchauffement est également essentiel car c'est à partir de ce moment-là que l'on sera en mesure de faire une classification de la gelure par apparition de la lésion initiale dans l'heure qui suit ce bain. En fonction de l'étendue centripète de la lésion initiale, qui est une lésion de type cyanotique, on sera en mesure de faire une classification de la gelure qui nous donnera des données pronostiques. Sur cette diapositive, il n'y a pas de photo de stade 1, tout simplement parce que nous avons une disparition totale des lésions cyanotiques. À gauche, nous avons un stade 2, c'est lorsque cette lésion ne touche que une ou plusieurs phalanges distales. Le stade 3, c'est à partir du moment où on a une atteinte de phalange intermédiaire ou proximale. Et le stade 4, c'est lorsqu'il y a une atteinte des métatarses ou des métacarpes. Dans les heures qui suivent cette phase de réchauffement initial où on a pu voir ces lésions cyanotiques, on va avoir un syndrome d'ischémie-reperfusion. Et très rapidement vont apparaître dans les 24 à 48 heures qui suivent cette phase de réchauffement initial, œdème, phlyctène, qui peuvent être parfois extrêmement volumineuses. Et enfin, nous avons la dernière phase, qui est une phase de cicatrisation qui est lente, qui va prendre plusieurs semaines, ou que l'on appelle également momification. On va avoir la formation d'un sillon de cicatrisation qui va permettre de délimiter les tissus nécrosés des tissus sains. Si on reprend un petit peu tout ce que l'on vient de dire, de façon plus concrète sur la prise en charge des gelures à J0, eh bien, lorsque l'on est face à une suspicion de gelure, afin de pouvoir faire une classification correcte, il est nécessaire de faire une immersion des extrémités gelées dans de l'eau à 38 degrés, 38-40 pendant 1 heure. Et en fonction de l'évolution centripète de la cyanose, on sera en mesure de classifier la gelure en stade 1, 2, 3 ou 4. Stade 1, du fait de la disparition complète de la cyanose, on n'a pas d'amputation. Le stade 2, qui parfois peut être un petit peu délicat, on a un risque d'amputation très faible. Mais ce risque-là peut augmenter, notamment en Himalaya, lorsqu'on est exposé à des altitudes élevées. À partir du stade 3, le risque d'amputation devient conséquent, avec un risque qui va de 23 à 83%, le risque étant plus important au niveau des mains que des pieds. Et enfin le stade 4, dont le risque d'amputation est de 99%, tout ça évidemment en l'absence de traitement approprié. Cette classification, qui avait été décrite dans le début des années 2000 par le docteur Emmanuel Cauchy, a ainsi l'avantage de classer les gelures en fonction de leur degré de sévérité et nous permet d'orienter nos stratégies thérapeutiques. Mais également, il est important d'y ajouter certains critères de sévérité qui peuvent eux-mêmes, en plus de l'étendue, aggraver le pronostic. Nous avons pour cela le temps d'ischémie supérieur à 12 heures, les phénomènes de gel, dégel, regel, la haute altitude. On sait que l'hypoxie d'altitude qui va se surajouter à des phénomènes ischémiques locaux peut aggraver le pronostic. Il y a également l'origine ethnique. On considère également qu'une atteinte
importante, la dernière phalange au niveau d'un premier rayon, d'un point de vue fonctionnel, peut avoir des conséquences importantes et peut changer nos stratégies thérapeutiques. Et également toute pathologie associée, type d'hypothermie ou de traumatisme au niveau du membre gelé, sont à prendre en considération. Il est possible de faire une demande d'avis spécialisé via le numéro SOS Gelure qui marche 24/24, 7 jours sur 7. C'est en fait la permanence des aides du secours en montagne à Chamonix qui reprendra cet appel. Sur le plan paraclinique, l'examen de référence reste encore la scintigraphie osseuse au technétium 99 corps entier. C'est un examen qui nous permet d'avoir une vision pronostique à J3 qui est non invasif. Et ce qui va nous intéresser est réellement le temps tardif qui va nous permettre d'évaluer la vitalité osseuse. Cependant, sur Genève, on utilise de plus en plus le SPECT CT qui va être centré au niveau de l'extrémité gelée et il va nous permettre d'avoir des informations beaucoup plus détaillées quant à l'atteinte osseuse. Sur le plan thérapeutique, il est nécessaire, comme je vous l'ai déjà dit, de faire ce protocole de réchauffement afin d'être en mesure de faire une classification de la gelure à visée pronostique. Et ce réchauffement, je le répète, est une immersion des extrémités gelées dans de l'eau chaude à 38-40 degrés pendant 1 heure. Il est préférable d'y ajouter un antiseptique, plutôt incolore, mais en aucun cas l'absence d'antiseptique ne doit retarder la mise en route de ce réchauffement rapide. Ne pas oublier d'administrer une analgésie adaptée, car l'immersion dans de l'eau chaude peut être extrêmement douloureuse parfois, et d'y associer une hydratation optimale. En ce qui concerne l'aspirine, j'en ai pas encore trop parlé, nous le donnons de façon systématique à la dose de 250 mg à visée antiagrégante plaquettaire. Cependant, nous n'avons pas vraiment de recommandations scientifiques quant à son efficacité dans le cas des gelures. Mais il est inscrit à tous nos protocoles de prise en charge en Europe. En Amérique du Nord, ils préfèrent l'ibuprofène qui a plus d'évidence scientifique. Pour les stades 3 et 4, des traitements plus agressifs sont nécessaires du fait du risque d'amputation. Si on reprend un petit peu la physiopatho de la gelure, qui est finalement une pathologie microvasculaire, on se doute que dans les axes thérapeutiques possibles, tout traitement vasodilatateur, thrombolytique ou qui va améliorer l'oxygénation peuvent avoir un intérêt thérapeutique. En Europe, l'Iloprost est le traitement de choix pour les stades 3 et 4. Je reviendrai sur ce traitement dans la slide suivante. La thrombolyse a beaucoup été utilisée en Amérique du Nord, tout simplement parce que l'Iloprost, jusqu'à l'année dernière, n'était pas approuvé par la FDA, l'équivalent de l'AMM chez nous. Et ce traitement a montré une très bonne efficacité sur les gelures. Cependant, c'est un traitement beaucoup plus agressif, qui nécessite des soins continus plus importants que l'administration d'Iloprost, avec un rapport bénéfice-risque toujours à discuter. Aujourd'hui, on se pose plus la question d'administrer ce traitement en plus de l'Iloprost sur certains stades 4 ou 3 sévères. Et enfin, il y a l'oxygénothérapie hyperbare, si disponible évidemment, car les centres sont peu présents malheureusement sur la carte, mais nous aborderons cette thérapeutique plus loin. Je reviens donc sur l'Iloprost. Comme je vous l'ai dit, c'est le traitement de référence en Europe. Et l'Iloprost est une analogue de la prostacycline. Et nous l'utilisons essentiellement pour ses effets vasodilatateurs suite à ces problématiques ischémiques dans le cas des gelures. Les traitements adjuvants mis en route de façon systématique sur toutes les gelures de stade 2, 3 et 4 sont une antibiothérapie, une prophylaxie antitétanique, une réfection quotidienne des pansements. Débridement des flictanes est à discuter. On va débrider volontiers les flictanes extrêmement volumineuses et plutôt être dans le respect des petites flictaines.
Une héparinothérapie pour les stades 3 et 4 sur les gelures des membres inférieurs, mais elle va être donnée à visée prophylactique des risques du décubitus. L'hydrothérapie quotidienne, c'est quelque chose que l'on a pas mal pratiqué sur les hôpitaux universitaires de Genève. Ça consiste en un bain à 38 degrés pendant 30 minutes, juste avant les pansements. Et cette hydrothérapie a un intérêt quand même, c'est de permettre une mobilisation passive des doigts dont on sait que la raideur va s'installer très très vite. Et enfin, l'oxygénothérapie normobar versus caisson de recompression à haute altitude peut présenter un intérêt, surtout si vous êtes en expé. Alors, petite particularité par rapport à la haute altitude, effectivement, il y a des études qui avaient été effectuées par l'IFREMont. L'utilisation d'un caisson de recompression en altitude peut être intéressant ou tout simplement d'oxygène. En effet, il est recommandé d'utiliser de l'oxygène ou un caisson de recompression si l'altitude est supérieure à 4000 mètres ou si on a une saturation inférieure à 92%. Nous le savons que l'hypoxie d'altitude peut être sévère et lorsqu'elle se rajoute à des problématiques de souffrance ischémique locale, eh bien cela va aggraver le pronostic de la gelure, d'où l'intérêt de l'utilisation d'un caisson de recompression ou de l'oxygène en haute altitude. Alors, petit aparté, le caisson de recompression, ce n'est pas de l'oxygénothérapie hyperbare. Alors je voulais juste vous le préciser, ça doit être mon côté médecin hyperbare, assez intransigeant sur le sujet. Mais le caisson, juste petit rappel, l'objectif c'est de simuler une descente en altitude par augmentation de la pression atmosphérique dans le caisson et on va jouer avec des variations de pression de 200 millibars. En oxygénothérapie hyperbare, on va parler en bar, ce qui n'a rien à voir. Et donc ce caisson est très utile, et ça vous l'avez dû l'étudier dans un autre cours, pour toutes les pathologies de haute altitude. Pourquoi pas l'utiliser après réchauffement dans le cas de certaines gelures lorsqu'on est à plus de 4000 ou si on a une mauvaise saturation. Mais il n'y a aucune recommandation scientifique sur le sujet. Et surtout, il ne faut pas le confondre avec un traitement par oxygénothérapie hyperbare que nous aborderons beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce que l'oxygénothérapie hyperbare ? Eh bien, l'oxygénothérapie hyperbare, c'est une modalité d'administration d'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique de 1 atmosphère. Et on va avoir deux effets grâce à cette augmentation de pression. On va avoir un effet pression du fait de l'augmentation de la pression barométrique et on va avoir un effet oxygène du fait de l'augmentation de la pression d'oxygène. Et je ne vous cache pas que c'est vraiment ce deuxième effet qui va nous intéresser dans le cas des gelures. Je vous ai mis quelques photos de ce à quoi ressemble un caisson hyperbare hospitalier et ce qui n'a rien à voir avec les petits caissons portables que nous pouvons avoir lorsque nous sommes en altitude. Ces effets pression et oxygène sont en fait régis par des lois physiques. En effet, l'effet mécanique, nous avons la loi physique de Boyle et Marriott qui dit qu'à température constante, pression fois volume égale constante. En effet, si vous avez un ballon d'un volume de 4 litres au niveau de la mer à une pression de 1 atmosphère, eh bien, si on le descend à 10 mètres de profondeur, soit pression de 2 atmosphères, eh bien, le volume de ce ballon va être divisé par 2. Il ne fera plus que 2 litres d'air. Et nous avons également la loi de Henry qui dit que la quantité de gaz dissous dans un liquide, elle est proportionnelle à la pression partielle de ce gaz. Et cela aura pour conséquence une élévation de la PO2. Donc l'effet oxygène va être finalement la conséquence de cette élévation de PO2 sous pression. On va avoir un effet de suppléance par augmentation de l'oxygène dissous lorsque l'on est en oxygénothérapie hyperbare. Pour illustrer cela, je vous ai mis ce dessin. Vous voyez qu'à une atmosphère pour 21% d'oxygène, soit l'air, on va avoir une PaO2 de 100 mm de mercure. A l'inverse, si on monte à 3 atmosphères et qu'on donne 100% d'oxygène, c'est-à-dire une FiO2 à 100%, eh bien cette PaO2 va passer à 2018 mm de mercure, soit 20 fois plus. Et en fait, l'oxygénothérapie hyperbare ne va pas agir sur l'oxygène lié à l'hémoglobine puisqu'elle est saturée, mais va agir sur la quantité
d'oxygène dissous dans le sang. Mieux illustré par cette slide, où en effet, on voit qu'en fonction de la pression, eh bien, cette quantité d'oxygène dissous va augmenter lorsque la pression augmente. Vous voyez, autant à une atmosphère, on a très peu d'oxygène dissous, autant à 2 atmosphères ou voire à 3, mais on ne le fait pas normalement, on a jusqu'à 6 ml d'oxygène dissous pour 100 ml de sang. Sachez que cette quantité d'oxygène dissous est en fait suffisante aux besoins métaboliques. Et cet effet oxygène, effectivement par élévation de la PO2, va avoir un effet direct au niveau de la microcirculation et un effet anti-œdémateux. Alors, je vous explique mieux pourquoi, c'est qu'en fait on va avoir une vasoconstriction hyperoxique du fait de l'augmentation importante de la quantité d'oxygène dissous. Tous les territoires sains vont subir une vasoconstriction et on va avoir ainsi une redistribution des flux sanguins vers les territoires hypoxiques. Également, on a constaté une amélioration de la rhéologie. En effet, on a une meilleure déformabilité des globules rouges en oxygénothérapie hyperbare. Et on a également une action anti-œdémateuse. Ainsi, l'oxygénothérapie hyperbare va à la fois agir sur l'hypoxie de façon directe, mais également sur l'œdème en le diminuant et en améliorant l'oxygénation tissulaire. Et cette élévation de la PO2 va également avoir une action anti-infectieuse. En effet, on va avoir une action bactériostatique sur les germes aérobiques et une activité bactéricide sur les germes anaérobiques. Également, en oxygénothérapie hyperbare, il y a une activation macrophagique et une potentialisation de l'action de certains antibiotiques. Et enfin, on a une action sur les processus de réparation, une action qui nécessite plus de séances, au moins une vingtaine, car il va avoir activation des IF1-alpha. Alors vous me direz que c'est en hypoxie normalement que les IF1-alpha sont activés, puisqu'on le connaît bien dans les processus d'acclimatation à la haute altitude. Eh bien en fait, c'est pas tout à fait l'oxygénothérapie hyperbare, c'est pas l'hyperbarie qui va activer les IF1-alpha, mais le retour à la normobarie après chaque séance qui fait qu'on va avoir finalement une augmentation de l'activité fibroblastique, une augmentation de la synthèse de collagène, une augmentation de l'angiogénèse par activation du VEGF et une élaboration de la substance ostéoïde. Ainsi, si on reprend la physiopathologie de la gelure avec ses différentes phases, eh bien, on voit bien que dans cette phase de réchauffement, eh bien, l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare, elle est multiple, parce qu'on va avoir une action directe sur l'ischémie tissulaire par l'augmentation de l'oxygène dissous et l'effet sur la viscosité sanguine. Ça va permettre de limiter les phénomènes d'ischémie-reperfusion. On va avoir un effet sur la microcirculation par le fameux effet Robin des Bois, comme on l'appelle, par vasoconstriction des territoires sains et redistribution des flux vers les territoires hypoxiques. L'effet anti-œdémateux est extrêmement intéressant dans cette phase de réchauffement. Et également, ça permet de minimiser les problèmes de syndrome de Loge. L'effet antibactérien est un plus pour éviter toute problématique de surinfection. Et sur la phase de cicatrisation, toutes les actions pro-cicatrisantes que nous avons précédemment décrites, on voit tout leur intérêt. Je vais à présent vous présenter les résultats du protocole SOS Gelure qu'on a fait sur une durée de 6 années. Eh bien, on a pris tous les stades 3 et 4, donc tous les stades où il y a un risque d'amputation conséquent. On leur a administré le traitement classique, qui comprend l'hyloprost, avec les protocoles qui ont toujours été faits, et on y a ajouté de l'oxygénothérapie hyperbare pendant 7 jours initialement, au rythme 2 fois par jour, et puis pendant 7 jours supplémentaires pour avoir des effets pro-cicatrisants. Les résultats, ils ont été publiés dans la revue Medicina, que vous pouvez consulter à tout moment avec tous les détails de l'étude et des résultats. Rapidement, je vous les présente. En fait, on avait la description des cohortes, on a comparé nos patients que nous avons pris de façon prospective, donc qui ont bénéficié du traitement par Hyloprost plus oxygénothérapie hyperbare, à une série historique qui était ni plus ni moins finalement les patients qui avaient été pris en charge aux hôpitaux du Mont-Blanc dans le cadre de l'étude qui avait été menée à l'époque par le docteur Emmanuel Cauchy
pour prouver l'efficacité de l'Iloprost dans la prise en charge des gelures. Et nous avions des critères d'inclusion identiques, c'est-à-dire qu'on avait des stades 3 et 4 et un délai de traitement inférieur à 72 heures par rapport au début de gelure dans les deux cas. Si on regarde un petit peu les échantillons, ils étaient comparables. Il y avait toutefois quelques petites différences. Alors, statistiquement, on avait une petite différence d'âge, somme toute un peu minime d'un point de vue pratique. Dans le groupe contrôle, ils avaient 30 ans, dans le groupe SOS Gelure, 36 ans. Par contre, ce qui a été assez intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, dans le groupe contrôle, donc dans la série historique, tous les patients avaient été pris en charge très rapidement, à moins de 12 heures. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'une exposition, un temps d'ischémie supérieur à 12 heures est un critère de sévérité. Donc ils ont eu une prise en charge qui a été beaucoup plus rapide, avec finalement un pronostic probablement plus favorable. Dans le groupe SOS Gelure, eh bien, la majorité de nos patients étaient pris en charge de façon assez retardée, au-delà de 24 heures. Malgré cette prise en charge retardée, qui n'est pas très favorable au groupe SOS Gelure en termes de réussite de traitement, eh bien, on s'est intéressé au nombre de segments sauvés à 12 mois, c'est-à-dire la différence entre le nombre de segments gelés et le nombre de segments amputés. Petite précision, dans cette étude, n'ont été considérés que les segments qui étaient concernés par des gelures de stade 3 ou 4, c'est-à-dire que sur une main, on avait par exemple l'index qui est en stade 3 et le majeur en stade 2, on n'a pas pris en considération l'atteinte de la phalange distale du majeur qui était qu'un stade 2, puisque le risque d'amputation est quasi inférieur à 1%. Et donc, ce qu'on en a pu constater, c'est que dans le groupe SOS Gelure, il y avait quand même 2 fois plus de segments sauvés par patient par rapport au groupe contrôle. Si on regarde un petit peu ces résultats sous un autre angle, notamment le nombre de segments amputés à 12 mois versus l'atteinte initiale, eh bien, il y avait quand même un nombre d'amputations beaucoup plus important pour une atteinte initiale finalement moins sévère dans le groupe contrôle par rapport au groupe de traitement avec oxygénothérapie hyperbare. Alors évidemment, cette étude a ses limites. S'il ne s'agit pas du gold standard en études randomisées, en double aveugle, mais du fait de la faible fréquence, qui est un inconvénient d'un point de vue scientifique, au niveau de la gelure, il était trop compliqué de faire une étude randomisée dans le cas présent. Donc on est bien d'accord, la puissance est faible, mais toutefois les résultats restent extrêmement intéressants et là je vous les illustre en images. Donc là c'est le cas d'un patient qui a fait l'objet d'un case report qui a été publié dans High Altitude and Biology. Donc c'est un patient qui est arrivé avec une prise en charge extrêmement tardive et revenait du Kyrgyzstan. On avait des gelures extrêmement sévères avec un mauvais pronostic, aucun traitement n'avait été initié avant 70 heures. Au bout d'une semaine, on était assez inquiet de voir l'évolution avec beaucoup de nécrose. Et là, les dernières photos, c'est au bout de 3 semaines. Et ce qui est quand même important, donc bien sûr, il n'a pas été amputé, mais malgré tout, au-delà de l'amputation, il y a d'autres complications de la gelure, notamment l'arthrose précoce, les troubles des fanères, les problèmes de sensibilité, problèmes de raideur des doigts. Eh bien, à 5 ans, ce patient n'a absolument pas d'arthrose précoce, pas de raideur. Il a une sensibilité qui, somme toute, quasiment revenue à la normale. Donc, en conclusion, si on veut revenir sur les points essentiels dans la prise en charge des gelures, eh bien, la gelure est une urgence médicale qui peut conduire à des amputations en l'absence de traitement. Le traitement doit être le plus précoce possible pour limiter l'ischémie. Et la classification de la gelure ne peut se faire qu'après protocole de réchauffement, soit immersion des extrémités gelées pendant 1 heure dans de l'eau chaude à 38-40 degrés. N'hésitez pas à appeler le numéro SOS Gelure pour avis et orientation médicale, avec le numéro qui s'affiche. Et le traitement comporte donc le réchauffement actif, malgré tout utilisation d'aspirine de 150 mg per os ou IV, peu importe, même si on n'a que peu de recommandations scientifiques sur ce traitement. L'Iloprost de façon systématique sur les stades 3 et 4. On peut discuter la thrombolyse sur des stades 4 ou 3 avec des critères de sévérité si on respecte les délais de prise en charge
soit inférieure à 12 heures pour la thrombolyse. On peut parfois monter jusqu'à 24 heures. Et enfin, l'oxygénothérapie hyperbare associée à l'hyloprost est quand même une nouvelle option thérapeutique qui a montré une diminution du niveau d'amputation chez les gelées sévères. Et ça reste une option thérapeutique intéressante, surtout quand on a le dispositif qui est à proximité. Le patient peut tout à fait être transféré après avoir fait la première perf d'hyloprost vers un centre où on a de l'oxygénothérapie hyperbare. En tout cas, en France, il y en a pas mal des centres. Et les protocoles sont connus de tous les centres, car nous travaillons vraiment main dans la main les centres hyperbares francophones. Je vous remercie tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les 2 mails ci-dessous. Le mail Gmail fonctionne de façon certaine. Des fois, le mail free est vite saturé, donc n'hésitez pas. Je reste à disposition pour toute question complémentaire. Bon courage à tous.